Ça a servi pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un handicap. Et je pense qu'on a besoin de réorganiser tout ça de façon inverse. Je vais... Voilà, justement, j'ai une question tout à l'heure sur le bilan de tout ça. Alors, avant de questionner mes collègues, juste pour planter un peu le décor sur le concept de l'acculturation numérique. C'est un concept qui est apparu il y a un certain nombre d'années, et en fait, on désigne tout simplement, c'est le processus d'adaptation d'une catégorie ou plusieurs de citoyens à la culture numérique. C'est une démarche graduelle, sachant qu'il y a d'autres composantes qui n'ont pas besoin d'être acculturés parce qu'ils sont nés dans le chaudron numérique, ce qu'on appelle les digital natives. Donc en fait, pour résumer, il y a trois grandes catégories. Il y a ceux qui, bien évidemment, ont rattrapé le train numérique, il y a ceux qui sont convaincus, on est nombreux dans la salle, et puis ceux qui sont nés dedans. Donc l'acculturation numérique consiste effectivement à aligner tout le monde pour en faire effectivement un vrai capital humain. On a eu dans l'histoire contemporaine deux grands sujets qui ressemblent à ça, la qualité dans le monde industriel et la sécurité informatique. Il a fallu acculturer tout le monde à ces deux concepts. Alors, j'ai d'abord une question générale à vous tous, en commençant par Notre-Dame, Gertrude. C'est pour vous, dans vos contextes respectifs, dans vos contextes professionnels, sociétals, d'une façon générale, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette acculturation au numérique, et quels en sont les enjeux? À toi, Gertrude. Merci beaucoup. Et j'avoue que c'est un peu difficile de prendre la parole en premier. En dernier, je me serais contentée de dire « Ah, ils ont déjà tout dit ». Mais j'aurais pas cette chance-là, malheureusement. Alors, parlant d'acculturation pour ce qui concerne les entreprises ivoiriennes, il faut dire que c'est un vrai sujet tout simplement parce que la transformation digitale n'est pas une réalité jusque-là. C'est vrai que la Covid a obligé certaines entreprises, je les ai amenées contre leur gré, à faire le pas, mais de la digitalisation, pas de la transformation digitale, qui exige de revoir un peu le mode de pensée, qui exige de revoir tous les process de l'entreprise à l'aune du digital, ce qui n'est pas encore fait. Alors, parler d'acculturation du numérique ici suppose qu'il faille que les dirigeants eux-mêmes ils aient une vision très claire de la transformation de leur métier pour savoir ce qu'il leur faut en matière de capital humain, de transformation de leur capital humain. Si vous n'avez pas une vision claire de ce que peut devenir votre activité avec le digital, il est clair que vous n'aurez aucunement la vision quant à ce qu'on peut faire pour transformer le capital humain. Pour moi également, un autre enjeu ici, c'est d'amener les dirigeants des entreprises à percevoir l'acculturation numérique non pas comme une dépense, encore une dépense comme on voit tout en charge au niveau de l'entreprise, mais qu'on voit cela comme un investissement clé. Également, passer du mode de gestion des compétences en mode gestion des talents, et cela, le keynote speaker en a parlé tout à l'heure. Et enfin, un autre enjeu, c'est d'anticiper les opportunités grâce à la big data, la gestion du big data. Parce qu'on a un business à faire, on veut se faire de l'argent, mais si on ne peut pas utiliser toute la donnée qu'on collecte, si on ne peut pas l'utiliser, la traiter pour pouvoir anticiper sur les évolutions futures de nos métiers, alors on n'aura rien compris du tout. Merci. Pardon, j'ai pas pris le micro. Oui, en tant que professeur, tu as un point de vue à la fois de professionnel, parce que tu es dans la société, mais aussi un point de vue d'académicien. Et là, tu as la chance d'être avec majoritairement des jeunes. Comment tu vois cette espèce de distorsion entre la population d'une façon générale et la population que tu vois tous les jours?
Alors, merci Ftah pour la question. Et je vais te dire que c'est quand je suis professeur que je fais le moins d'acculturation. L'acculturation, c'est pas former des ingénieurs en informatique. À la différence de ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as parlé de sécurité ou de qualité, ça concerne des ouvriers dans des usines ou ça concerne des développeurs dans une entreprise ou des responsables de sécurité. L'acculturation, ça concerne tout le monde. On a vu avec le Covid que je fais partie d'un jury pour sélectionner des projets dématérialisés, innovants auprès des administrations marocaines. Et on nous a présenté un projet dans lequel des femmes de ménage, enfin des femmes au foyer battues pendant le confinement qui étaient coincées à la maison, elles devraient aussi être capables de porter plainte en ligne. Et c'est ça l'acculturation. C'est acculturer monsieur tout le monde. Justement, c'est pas les digital natives, à la limite, c'est même pas sûr qu'ils aient le niveau. C'est-à-dire, ils sont digital natives, certes, mais quels usages ils font de ce digital? L'acculturation, c'est quand on prend les gens du métier ça fait 25 ans qu'ils font du métier et qu'on leur explique qu'avec le digital, il y a des choses qui vont changer. L'acculturation, c'est quand on prend des citoyens qui ne sont pas spécialement équipés pour leur expliquer comment aujourd'hui ils vont continuer à être citoyens sur Internet, qui vont pratiquer leur citoyenneté avec leur téléphone portable et avec des services en ligne. C'est ça l'acculturation. On entend beaucoup parler de programmes tous codeurs par-ci, par-là, en Afrique et ailleurs, mais l'acculturation, c'est pas de former des codeurs, des développeurs ou des ingénieurs. L'acculturation, c'est justement faire ce changement de mindset qui permet à tout le monde, tout en étant citoyen physique, de continuer à être citoyen digital avec la prolifération des services, des applications et des usages. Moi, je dirais, pour finir cette première définition, que pour une fois, on a une chance. Que, auparavant, quand il y avait des systèmes d'information, on devait former les gens à utiliser des systèmes d'information, et donc, il fallait former. Aujourd'hui, il faut pas former. Il faut donner des usages et laisser les gens apprendre avec les usages. C'est ce qui arrive avec des enfants de 5 ans, qu'on n'a jamais formé à utiliser YouTube et qui l'utilisent très bien. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on a mis en place des usages simples, des applications magiques, tellement magiques qu'ils n'ont pas besoin de mode d'emploi. Aujourd'hui, tout le monde utilise WhatsApp, 0 heure de formation sur WhatsApp. Que notre société digitale soit ainsi, c'est tout. Merci. Merci. Antoine et Patrick, c'est à peu près la même question. Parce que chacun son tour, bien évidemment. Vous êtes à la fois dans le contexte du pays, Sénégal, puis la Côte d'Ivoire, mais aussi dans un contexte régional, et vous avez aussi cette expérience à l'international. Voilà. Quel est votre point de vue là-dessus? Merci Feta. Oui, l'acculturation au numérique, c'est vraiment le quotidien de nos entreprises, que ce soit au Sénégal ou dans la sous-région ou en Afrique en général. C'est le quotidien de nos entreprises qui exécutent des projets de transformation chez des clients et qui se heurtent souvent à de la résistance parce que les processus qu'on digitalise en fait bouleversent totalement la façon de travailler dans les postes de travail justement, font parfois même disparaître des activités ou même des métiers, et donc on se heurte effectivement à cette résistance qui peut faire que on a un problème d'adoption dans les projets, dans les solutions qu'on met en place, dans la transformation qu'on est en train de faire, et qui peut même aller jusqu'à faire échouer les projets, parce qu'il y a un problème d'adoption. Et donc de plus en plus dans nos projets, la composante conduite du changement intègre une bonne partie d'acculturation pour que le projet réussisse. Ça c'est quelque chose de très très important. Et ce que je pense, c'est que pour donner plus de chances au projet de transformation digitale de réussir, il faut que cette acculturation soit permanente, même en amont des projets de transformation. Donc ça, c'est ce que je voulais dire un peu. C'est notre quotidien, c'est le quotidien des entreprises, c'est intégré à la conduite de changement et occupe une place de plus en plus forte dans nos projets. Merci. Peut-être pour préciser ma question
à Patrick, c'est la même question, mais avec un petit complément. Est-ce que les entreprises, parce que tu fréquentes de nombreuses entreprises, à la fois en tant que fournisseur, en tant que conseil, mais aussi en tant qu'institutionnel, est-ce que les entreprises perçoivent de plus en plus ça comme un investissement pour l'avenir? Tout à fait. Mais avant de répondre à cette question, je vais donner ma vision de ce que c'est que l'acculturation. Je pense que l'acculturation, de mon point de vue, c'est donner des aptitudes à des acteurs pour opérer dans cette société digitale. Il y a plusieurs niveaux de compétences à avoir pour opérer dans cette société digitale. Il y a des compétences de base qu'il faut avoir, qui sont génériques, et ça relève de l'acculturation de base. C'est le digital literacy, comme on dit. Il y a des compétences intermédiaires qu'il faut avoir pour pouvoir travailler dans sa société, pour pouvoir opérer sur les systèmes d'information de sa société. Et il y a des compétences avancées qu'il faut avoir pour innover, pour développer des applications qui vont disrupter les chaînes de valeur dans lesquelles on fonctionne. Donc, ces trois niveaux d'acculturation sont nécessaires et les bâtir sont un impératif pour nos États d'abord et pour nos entreprises. Et pour revenir à ta question, c'est un impératif pour nos entreprises d'investir massivement sur l'acculturation de son personnel, sur les bonnes pratiques en matière de maîtrise des outils digitaux qu'ils prennent pour opérer chaque jour dans leur fonctionnement au quotidien. Et nos entreprises, surtout des entreprises ivoiriennes, ont bâti des indicateurs. Là, je pars dans le sens de Gertrude tout à l'heure, puisqu'on travaille ensemble sur ces sujets, des indicateurs qui permettent de mesurer les degrés d'acculturation. Parce que parler d'un phénomène de ce type, un concept de ce type, sans donner des KPIs, des outils de mesure, on part dans le vide. Donc, on a des photographies de nos sociétés à l'instant T en termes de degré d'acculturation, et on met en place des dynamiques pour permettre à ces entreprises d'améliorer l'appétence de leurs acteurs, de leurs employés sur les outils et les systèmes d'information pour réussir cette transformation digitale, cette conduite du changement qu'on vient de dire tout à l'heure. Voilà un peu mon point de vue sur ce sujet. Je reviendrai tout à l'heure avec une précision peut-être sur le rôle des pouvoirs publics là-dedans. Nicolas, je te laisse compléter. Dans ton parcours et dans les chantiers que tu as ouverts, est-ce qu'il y a une approche, comment elle est l'approche de cette acculturation, sachant que toi, tu as affaire plutôt à des jeunes qui ont peut-être besoin d'une acculturation, mais comme le disait Salah, autrement. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on a formé des jeunes, de 6 ans jusqu'à 70 ans. Donc j'ai eu des expériences et je suis pas tout à fait d'accord que finalement les jeunes soient beaucoup plus à l'aise sur le côté digital. Ils connaissent les outils parce qu'ils ont pris l'habitude. Hein. Donc là, je reviens sur ce qu'on venait de dire juste avant. Il y a effectivement plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qui est celui de la personne qui a peur. Elle voit un ordinateur, ça lui fait peur. Moi, je me rappelle de ma grand-mère, quand on a reçu, moi j'ai eu à l'époque un Zelis 81, je sais pas si vous voyez, c'est un très vieil ordinateur qui était dans le salon. Quand on l'allumait, elle sortait de la pièce. Vraiment, ça lui faisait peur. Bon. Donc ça, c'est le premier niveau. Il y a dessus. Il y a un gros travail. On a fait en France, il y avait eu, à l'époque, j'étais à Épita, on avait reçu Jacques Chirac, qui faisait les journées de l'Internet, où on recevait les gens dans la rue pour leur faire toucher une souris, parce qu'ils avaient jamais touché, et ça faisait peur. Bon, ça, c'est la première étape. Après, il y a la connaissance des outils. Typiquement, vous avez une secrétaire qui est capable d'utiliser Excel. Okay, bon, mais quand vous regardez, elle va utiliser Excel comme elle utiliserait un crayon, un papier. Ça va juste être plus propre, elle va pouvoir le transmettre, c'est plus sympa, c'est un outil qui permet de faire son même travail que le faisait avant, de façon plus agréable et de meilleure qualité. Et puis après, il y a l'étape suivante, c'est la capacité à instrumenter, c'est de se dire que finalement, j'ai un tableau avec des données et je veux les croiser les unes aux autres pour sortir de la nouvelle donnée. Okay, et ça, il y a des gens, le problème n'est pas qu'ils savent pas le faire, c'est qu'ils pensent pas qu'ils peuvent le faire. Ils n'y verront jamais. On parlait de WhatsApp, tout le monde sait utiliser WhatsApp. Qui sait prendre un fichier Excel et envoyer un message à tous ses contacts du fichier Excel? Vous voyez, et qui y pense? Parce que vous voyez des gens, ils font leurs contacts un par un. C'est ça c'est ce passage de
je vois non pas ces outils comme une prolongation de moi, mais comme un outil que je peux instrumentaliser. C'est ça, programmer. Et alors après, on le fait avec du code, on le fait. Moi, je travaille avec on a fait des sessions de travail avec des gens qui sont dans le marketing, qui à la fin vont jamais coder, mais apprennent à instrumentaliser. Et c'est ça qui permet de créer de l'agilité et qui après, quand on arrive à rajouter une couche encore au-dessus, que je vais appeler l'intelligence collective, la capacité à discuter avec des gens et chacun amener des idées, là, on arrive à de l'innovation. Donc, il faut monter ces échelons et je pense pas qu'il y ait d'histoire d'âge, parce que nous, on a fait, par exemple, en France, avec 42, on a fait un programme pour les plus de 50 ans, des chômeurs longue durée, plus de 50 ans. On a pris une centaine chaque année, et après un an de ce que je vais appeler de l'acculturation, machin, ils ont tous retrouvé du travail dans la transformation digitale. Donc, je pense pas qu'il y ait de limite d'âge si on est dans un environnement fertile, etc. Et les jeunes aujourd'hui ont un usage très très usagé des technologies, parce que justement on les a rendus beaucoup plus simples. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui finalement plus compliqué de passer de l'étape utilisateur à l'étape instrumentation qu'avant, parce qu'on a tellement bien fait les interfaces qu'on en a moins besoin. C'est-à-dire que les interfaces te proposent automatiquement tout un tas d'instrumentations qu'il n'y avait pas lieu avant, qui fait que du coup les bidouilleurs avant, ils étaient obligés de le faire parce que c'était trop lourd. Donc c'est pas si simple que ça. Il faut créer il faut créer des occasions et des situations de conflit. Alors, on a fait, je sais pas si vous avez le temps de regarder sur Internet, un truc qui s'appelle Startup for Kids, etc., qui crée des situations où les gamins viennent se confronter. Et là, vous les faites passer cette étape de ultra bons utilisateurs, parce qu'ils connaissent tous les machins, les trucs, etc. Ils sont capables de rechercher très vite des exemples. Mais par contre, ils font que du copier-coller. C'est-à-dire qu'ils prennent l'exemple et ils l'utilisent. Passer de l'étape, je vais réinstrumenter, je vais réapproprier les choses et je vais agir dessus, c'est une étape qui est difficile et qui est pas souvent facile pour les jeunes natifs, au contraire. Voilà. Après, sur moi, je pense que ces choses-là, ça ne se passe. Enfin, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'on ne peut passer de l'étape. Les deux premières étapes sont assez simples, c'est du temps, c'est des choses, ça se fait. La troisième étape, je ne pense qu'on ne peut la faire qu'en collectif. C'est-à-dire que moi, mon expérience, c'est que ça marche que quand on travaille sur des problèmes de façon collective, parce que en réalité, ce qu'on demande de développer aux gens, c'est de la créativité. C'est pas tellement de la capacité technique, c'est de passer de l'étape je suis passif à l'étape collectivement on peut répondre à une problématique et inventer un truc. Et ça, mon expérience montre que ça ne marche que quand on crée. D'ailleurs, si vous voulez des références psychologiques sur le sujet, il y a Piaget qui a travaillé sur le sujet, ça s'appelle ce qu'on a fait un conflit socio-cognitif, et c'est cette situation qui développe avec une partie qui est peut-être un peu compliquée de confiance en soi, c'est-à-dire que c'est difficile de faire de la créativité sans avoir de la confiance collective. Donc il faut arriver à construire un environnement bienveillant, sécurisant, qui permet à chacun, en se confrontant aux autres, par la différence qu'on a avec les autres, parce qu'on n'est pas d'accord, et qu'on se convainc, parce qu'il n'y en a pas un qui est le chef et l'autre, qu'on arrive à dépasser cette étape de on fait comme ça, c'est toujours comme ça qu'on a fait. Merci. C'est ce passage-là qui est difficile. Merci. Je reviens un peu sur le sujet en finale du développement du capital humain, parce que l'acculturation au numérique, ça vient renforcer le capital humain. Là, je repasse de l'autre côté. Donc, Patrick, comment est-ce que les institutions, les pouvoirs publics, d'une façon générale, font des estimations du besoin en capital humain à moyen et long terme, et comment répondent-ils en termes de politique publique, de stratégie, etc. Déjà, le capital humain, pour moi, est au cœur de la maîtrise et surtout de la souveraineté de notre transformation digitale. On a beau avoir les infrastructures, on a beau avoir les cadres réglementaires, mais le capital humain, pour moi, c'est la pièce maîtresse, c'est le socle. Et les entreprises, du moins l'État, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, a mis en place un certain nombre de réflexions, d'infographies de la situation par rapport au plan national de développement pour identifier les besoins en compétences sur les filières stratégiques qui vont porter le développement de la Côte d'Ivoire sur les 5-10 prochaines années. À côté de ça, en parallèle, il y a le secteur privé, je pense que Gertrude va en parler tout à l'heure, qui a sa propre analyse, qui a une vision prospective de l'évolution de nos chaînes de valeur et avec l'évaluation des besoins en matière de ressources et de compétences numériques. Et fort de ça, on a un référentiel
consolidé des besoins qu'on doit adresser. Maintenant, comment on adresse? C'est pas le rôle, je dirais, strict de l'État. C'est l'ensemble des parties prenantes qui doivent travailler pour mettre en place les dispositions nécessaires pour satisfaire les objectifs en termes de ressources qu'on doit mobiliser. Et moi, en tant qu'acteur du secteur privé numérique en Côte d'Ivoire, j'ai joué ma partition. On joue notre partition sur un certain nombre de projets très clairs. On intervient à 4 niveaux. Déjà, le premier niveau, c'est de mettre en place une stratégie qui permette de massifier les compétences de base auprès des populations de 18 à 35 ans, hommes et femmes, et surtout des populations fragilisées par des échecs scolaires, etc. Et pour ça, on a fait un projet, on a lancé un projet avec la GIZ, la coopération allemande, qui permet de donner les ingrédients à ces personnes-là pour pouvoir s'insérer dans la vie active. C'est ce qu'on appelait le passeport numérique. Et en parallèle, nous, dans notre démarche, on connecte les acteurs qu'on forme avec tout de suite de l'emploi dans le cadre de stratégies de micro-working, c'est-à-dire que des entreprises font de l'externalisation responsable auprès de ces populations fragilisées pour leur donner des parcours d'employabilité. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, rapidement, je vais le faire vite. Le deuxième axe, c'était de former des experts métiers dans les entreprises qui n'ont pas de compétences numériques sur la transformation de leur processus métier à partir des processus no-code. Je pense que le monsieur doit connaître, puisqu'il y a des outils no-code qui permettent à des non-profanes de pouvoir coder en mode design thinking pour pouvoir, je dirais, digitaliser leur processus, etc. Et le troisième axe, et le dernier, sur les actions qu'on met en œuvre, c'est prendre des jeunes qui sont formés, qui ont déjà un certain niveau de compétences, approfondir leurs compétences sur les deep tech, on a parlé d'intelligence artificielle, blockchain, etc., autour de projets comme on dit, de business reverse pitch, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui viennent devant des jeunes, qui pitchent sur leurs problématiques, et ces jeunes qui sont formés utilisent ces technologies pour apporter des éléments de réponse, des solutions. Donc, notre orientation, c'est que on fait de la formation qui est connectée directement aux emplois, pour capitaliser sur ce que les jeunes ou bien les moins jeunes apprennent, et pour garantir des parcours d'employabilité durables, quoi. Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Et puis on travaille avec l'État de Côte d'Ivoire sur les syllabus, sur les curricula dans les écoles, etc. Et je pense que Gertrude vous dira mieux que ça parce que elle est assez active. Merci Patrick. Voilà. Il y a Léo, elle m'a mis le compteur. Il reste exactement 10 minutes et elle m'a dit si tu le respectes pas, tu seras privé de dîner. Pas de problème. Je suis invité chez Salois, donc. Voilà. Donc je vais laisser Gertrude compléter ce que tu viens de dire, notamment pour ce qui concerne la mobilisation du secteur privé, c'est extrêmement important. Vas-y Gertrude. Alors, merci. Patrick a commencé à exposer la situation en termes d'adéquation formation-emploi. Parce qu'il est vrai que jusqu'à présent, ce que nous avons constaté au niveau du secteur privé, c'est qu'il y a des fournées d'étudiants qui sortent de l'école, mais pas avec les compétences que nous, au niveau du secteur privé, nous attendons, et nous sommes obligés de les former à nos frais. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, ils sont pas immédiatement opérationnels et ce n'est pas du tout bon pour une entreprise qui a pour objectif le retour rapide sur investissement. Alors, ce que nous avons fait à partir de la stratégie Côte d'Ivoire Vision 2040, élaborée par le patronat, donc c'est une stratégie de développement pour tous les secteurs d'activité économique. Et à partir de notre vision, de ce que nous voulons pour les différentes filières d'activité économique jusqu'en 2040, nous nous sommes rapprochés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui peinait à faire ça mieux. Et nous avons décidé ensemble de pouvoir accorder des priorités en matière de formation. Ainsi, il a été décidé de pouvoir, comme le dit Patrick, massifier, c'est-à-dire mettre en place des centres de formation au métier du numérique, mais également des centres de perfectionnement pour les personnels déjà en activité.
Et cela, c'est encore, comment dire ça, au stade 1, je dirais pas au stade 0, puisque tous les éléments sont déjà là. Le stade 1, ça veut dire quoi? L'État en train de rechercher le financement, mais nous, secteur privé, comme toujours, nous le faisons d'ailleurs, nous prenons les devants. Nous avons pris l'habitude de prendre les devants. Et ce que je peux dire, c'est qu'en matière d'acculturation, c'est bien le secteur d'acculturation numérique, c'est bien le secteur privé qui a toujours pris les devants, notamment les opérateurs télécoms. C'est ce qu'ils ont fait, parce que d'abord, ils arrivaient dans un monde vraiment, disons, du greenfield, où personne ne connaissait rien à tout ce qui était au TIC. Ils ont été obligés de financer cette acculturation. Et ils continuent tout simplement parce que l'État ne joue pas son rôle. Et cela sans même incentive, c'est-à-dire ils n'ont aucun encouragement, il n'y a aucune mesure d'accompagnement de ces entreprises-là, mais nous le faisons tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y va quand même de la survie de nos entreprises. Et à côté de cela, nous militons énormément pour la réforme non seulement institutionnelle, mais la réforme du cadre juridique et réglementaire. Parce que tout simplement, s'il n'y a pas d'accompagnement de l'État au niveau des textes, c'est vrai qu'il y a eu des réformes qui ont été faites depuis 2012, notamment des réformes, mais pour permettre aux activités numériques de se dérouler dans de bonnes conditions, c'est-à-dire les textes sur la cybersécurité, les textes sur le commerce électronique, sur la data privacy, mais encore une fois, les textes ne permettent pas justement aux entreprises d'intensifier leurs efforts en matière de construction de compétences numériques. Il faut pour cela des encouragements financiers, bien entendu. Mais s'il n'y en a pas, on continuera de le faire, mais à modeste échelle. Merci Gertrude. Alors je vais couper un petit peu parce que j'ai diffusé le lien à des quelques dizaines d'amis dans plusieurs pays et je leur ai demandé éventuellement de poser des questions à distance. Et justement, bon, je vais pas toutes les poser parce qu'elles sont nombreuses, mais j'en ai sélectionné une qui est très intéressante d'une amie marocaine, donc qui nous suit de très loin et je salue tous les amis qui nous suivent de loin. La question c'est, elle dit, elle fait partie de la diaspora. Comment encourager la composante diaspora du capital humain à s'investir dans la transformation numérique des pays d'origine? On en a parlé quand on s'est rencontrés. Voilà, qui veut répondre à cette question? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a eu beaucoup de discours et beaucoup de programmes, etc. Entre nous, on ne le dira pas en public, hein, le bilan il est quand même relativement maigre. Qu'est-ce qu'il faut faire dorénavant pour que la diaspora s'implique d'une façon massive, effective et exponentielle, justement, dans le développement du capital humain, que ce soit par l'acculturation ou autrement? Qui veut prendre? Allez, je sens que Antoine, t'es prêt. Oui, non, c'est bien qu'il y ait une question un peu qui vient casser le train, parce que c'est vrai que je suis à 1000% d'accord avec ce que dit Patrick et Gertrude. On vit les mêmes réalités. Ce qui est clair, c'est que dans tous nos pays, il y a des programmes de massification en matière de formation sur le numérique. Donc, il y a même des financements. Chez nous, on a un fonds qui permet de financer jusqu'à 100% les formations, y compris dans le numérique. Donc, je crois que nos pays vont effectivement s'investir massivement dans cette formation, dans ce capital humain. Et la véritable problématique, c'est effectivement comment est-ce que nos pays peuvent, je veux dire, bénéficier de ce capital humain dans lequel ils ont investi. Et je peux dire aussi que nos amis de la diaspora ont bénéficié également de cet investissement. Et donc, la question, elle ne se pose pas seulement pour nos amis de la diaspora, elle se pose également pour ceux qui sont dans nos pays. Parce que comme on l'a dit même en échange hier, ceux qui sont chez nous, ils travaillent, il y en a beaucoup qui ne travaillent pas sur des projets dans nos pays. Ils sont assis chez nous, ici au Maroc, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, et ils ne travaillent pas sur des projets de nos pays, ils travaillent sur des projets à l'extérieur, et les revenus qu'ils génèrent même, on ne les voit pas dans nos pays. Donc le problème, il est général, c'est pas uniquement un problème de diaspora, c'est tout simplement comment faire pour que les revenus, je veux dire, qui sont
générés par le capital humain dans lequel on a investi puissent revenir dans nos pays, parce qu'à la fin de la journée, ce qui est important, c'est le retour sur investissement quand même, le retour pour nos pays de ces ressources. C'est ça le plus important, c'est-à-dire que si on forme des ressources qui ont les capacités qu'il faut, mais je veux dire qui ne travaillent pas dans des projets en Afrique, et dont les revenus ne bénéficient pas au pays et ne rentrent pas dans le PIB, ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'on arrive à avoir à être compétitif dans ce qu'on propose aux ressources. Il n'y a pas de mystère, hein. Je veux dire, c'est pas par patriotisme que je vais travailler sur un projet dans un pays X ou Y. Si, je veux dire, les revenus que j'ai dans ce projet-là n'ont rien à voir avec des revenus que j'ai dans d'autres pays. Donc, il faut être compétitif dans ce domaine-là du numérique. Je veux dire, il faut être compétitif, il faut être à la hauteur, et on a la possibilité d'être à la hauteur et d'être au même niveau que les autres pays. Merci Antoine. Salah, toi qui a plusieurs fers au feu, qui est sur le front tous les jours, de la formation sous toutes ses formes, effectivement on a échangé sur le fait qu'il faut embarquer les millions de TPE, de PME, etc., etc. Mais chacun sait aujourd'hui que les talents formés ici, ils sont sur un marché mondial. Ils sont attirés aux quatre coins de la planète. Que faut-il faire ? Quelles sont les bonnes politiques publiques pour en faire des vrais acteurs de la transformation digitale de leur pays? Très bonne question, Ftah. Malheureusement, j'ai pas la baguette magique. Mais d'abord, c'est moi ou le dîner, parce qu'il reste pas beaucoup de temps, donc il faut choisir. Je dirais, en fait, laissez-moi vous expliquer comment l'État marocain acculture les entreprises numériques au digital. Il les oblige. Il n'y a pas d'acculturation. Je vous donne un exemple très simple. L'État marocain, en 2016, a décidé que les impôts, c'est sur Internet. C'est fini. En 2018, les impôts étaient sur Internet. On est passé de 0 entreprise qui dépose son bilan sur Internet à toutes les dépositions, enfin tous les dépôts de bilan annuels faits sur Internet. Maintenant, l'entreprise qui n'est pas acculturée, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle va passer par un expert comptable qui lui va faire le travail pour elle. C'est-à-dire non seulement elle paiera ses impôts, mais en plus elle paiera l'expert comptable acculturé lui, parce qu'il est capable d'utiliser une souris et un clavier. Et là, les entreprises ont commencé à comprendre que soit elles arrivent à attirer du monde chez elles et s'acculturer elles à ces usages, ou bien elles vont payer plus cher leur métier. Et donc, si vous voulez qu'on acculture les entreprises et que ces entreprises recrutent des gens du numérique, il faut montrer les usages. Et à la limite, les pousser dans la piscine et dire, si vous savez nager, nagez, sinon on sait tout ce qui va se passer. Et donc, on a parlé ce matin de cloud et de capacité, d'infrastructure. Mais il y a quoi comme usage dessus? Aujourd'hui, une entreprise, elle a besoin de gérer ses RH, de gérer de la comptabilité, de gérer de la production. Donnez-moi des outils et laissez-moi. C'est ce que je dis. La transformation digitale, c'est une révolution d'usage. Donnez les usages aux entreprises, donnez-leur des SaaS, des software as service basiques faits par des Marocains pour des Marocains qui soient capables de les utiliser, aussi facile que WhatsApp, je le réitère, et laissez les gens se débrouiller. Soit ils savent faire et ils sauront, soit ils savent pas, ils apprendront. Donc, créons les usages. L'État, aujourd'hui, son rôle, c'est de créer les usages. Je suis contre l'État qui va courir contre 36 millions de Marocains pour les éduquer. Parce qu'il y a celui qui veut faire du numérique son business, il y a celui qui veut créer une entreprise, il y a celui qui veut rien, qui veut juste déclarer ses impôts, demander un extrait d'acte de naissance. Créons les usages. Et puis, de toute façon, quand on doit nager, on apprend tout seul. Merci, merci Salah. Effectivement, on a épuisé le temps. Bon, j'accepte de perdre le dessert. On prend 2 minutes supplémentaires. Je voudrais poser une question à Patrick. Aujourd'hui, une des solutions, effectivement, pour retenir les talents, pour faire venir d'autres ou faire contribuer ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, c'est de rentrer dans les chaînes de valeur internationales. Et ça tombe très bien, parce que une des leçons
de cette période Covid pour les grandes entreprises industrielles, notamment européennes, c'est reconfigurer leur chaîne de valeur, pour permettre effectivement à des partenaires de la région de prendre des parts dans ces chaînes de valeur. Et justement, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ou peut-être au Sénégal, ou au Maroc, etc., est-ce qu'il y a des politiques publiques qui commencent à émerger dans ce sens-là? Parce que ça c'est l'effet, il est très bénéfique pour tout le monde. On est dans une logique win-win avec les donneurs d'ordre internationaux. Bon. Les politiques publiques à ce niveau ne sont pas très sensibles et visibles au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on met en place des dispositions pour essayer de faire déjà revenir une certaine diaspora, mais moi je pense que la meilleure stratégie de rétention, c'est de mettre en place des vraies stratégies d'intéressement de notre capital humain. Parce que on peut pas retenir quelqu'un qui veut partir. On peut pas retenir quelqu'un qui veut partir parce que il faut que la personne constate son intérêt à court, moyen, long terme. Donc, c'est de la gestion prévisionnelle de compétences. C'est la gestion des talents. Et quand on commence à parler de gestion des talents, on parle plus de salaire, on parle de revenus. On donne la possibilité à ce talent de travailler dans notre entreprise et de travailler ailleurs aussi parce que c'est son talent qui valorise. Et c'est comme ça que ces ressources pourront demeurer chez nous dans nos organisations. Il y a des stratégies d'accompagnement pour l'accès à un véhicule, à de l'immobilier, tout ça qui les mettent dans des formes de contrition qui font qu'ils se projettent moins à l'international qu'ici. Donc, c'est toute une série de mesures qu'il faut mettre en place qui touchent vraiment le génie de la gestion des ressources humaines qu'on doit faire pour retenir tous nos talents. Et l'État de Côte d'Ivoire ne nous aide pas en ce sens. C'est nous, entrepreneurs, qui prenons nos responsabilités, qui mettons en place nos stratégies de ressources humaines agressives pour pouvoir non seulement attirer la diaspora, mais maintenir ces talents qu'on a fabriqués, sur lesquels on a investi dans nos entreprises ou bien dans notre pays. Voilà. Antoine, merci Patrick. Antoine, quel est ton point de vue là-dessus? Mais je crois que mon point de vue, je l'ai déjà donné. Il faut être compétitif, il faut proposer aux ressources, quelque chose qui leur fasse rester sur les projets africains, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que un employé, même un employé à moi qui souhaite partir parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, vaut mieux le laisser partir. Il ne faut pas chercher à le garder. Il y a lieu de proposer quelque chose, d'incitatif, d'intéressant pour la ressource, qu'il compare par rapport à d'autres situations pour qu'il puisse rester. Sinon, il reste pas. Et il n'y a pas de politique, je connais pas de politique publique qui puisse, amener les ressources à rester si les conditions qu'on leur propose ailleurs sont meilleures. Ça, il n'y a pas. Oui, alors je me permets de préciser quand même ma pensée sur cette question. Ce qu'on appelle la reconfiguration des chaînes de valeur des industries stratégiques consiste aussi à fournir du service à partir de chez soi. Je veux dire, donc, il y a un certain nombre de filières industrielles, je prends l'aéronautique, le transport, la santé, etc., etc. On peut piloter des processus à distance, etc. Il y a beaucoup de choses. C'est aussi une façon d'exporter des services et de maintenir les talents sur place. Donc, voilà. Nicolas, toi effectivement qui vois beaucoup de jeunes et surtout le continent, quel est ton point de vue là-dessus? Moi je pense déjà il faut bien comprendre que dans le digital, en réalité l'or c'est les cerveaux, quoi. Ce qui crée la valeur c'est les cerveaux. Si Zone 01 a décidé d'investir en Afrique, ce qu'on est en train de faire, on veut former, c'est parce qu'on pense que c'est là qu'il y a le plus de ressources humaines. Et je pense qu'on peut arriver à trouver un mixte qui soit pas aussi séparé que retenir ou laisser partir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans des jeunes qui aiment travailler dans de la mixité, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir à la fois des projets locaux et avoir un projet à l'international et un mélange des deux, et ça se nourrit. Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que ceux qui apportent le plus, c'est ceux qui sont exposés à des situations complexes avec plusieurs intervenants. Et ça demande
un changement d'état d'esprit, mais qui, à mon avis, est plus au niveau des entreprises que vraiment des États. C'est-à-dire que la capacité à travailler avec un collaborateur qui n'est pas, entre guillemets, exclusif, et la plupart des grandes structures très innovantes comme Google, Facebook, etc., ils ont pris cette habitude. C'est-à-dire qu'ils ont des collaborateurs qui travaillent pour eux, pour d'autres, y compris pour leurs concurrents, parce que ça a fait évoluer tout le monde. C'est difficile comme passage psychologique, mais je pense que c'est vraiment ça a beaucoup de sens dans des situations comme vous décrivez où vous avez des gens qui partent. Parce que la plupart des gens partent en réalité, c'est assez rarement que pour du monétaire. C'est parce que, en tout cas, les développeurs, moi je connais bien ce milieu-là, ils partent souvent parce c'est pas intéressant. Ils ont besoin de stimulation intellectuelle. Et aussi, ils sont souvent aussi attachés à leur situation. Et quand on arrive à mixer cet ensemble, on arrive à créer quelque chose qui leur convient. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que cherchent beaucoup de jeunes, c'est de la souplesse dans le travail, dans les actions, dans leur activité autour. Merci. Et donc voilà, il faut arriver à mixer ces choses-là. Et un truc que les gens, parce que j'entends depuis ce matin beaucoup de choses, mais il faut bien se rappeler qu'en 2050, 50% des moins de 30 ans seront africains, quoi. L'or du numérique, c'est les cerveaux, quoi. Donc il y a pas, quand la ressource est là, il n'y a pas le choix. Enfin, il y a un moment où on l'aura en Europe, on l'a plus. Moi, je reviens du Japon. Au Japon, ils en ont plus de jeunes. Donc ils les importent de Philippines. Merci Nicolas. On va demander à Gertrude puis Salah de conclure et ça sera les mots de la fin. Je vous demande de faire très court parce que il y a Léo qui commence à me menacer. Alors pour finir, moi je dirais que oui, la culturation numérique, c'est quelque chose que nous vivons tous, hein, nous le vivons au quotidien, que ce soit entreprise ou bien citoyen lambda. Mais nous, je veux dire, ne reportons pas toute la responsabilité sur l'État. Les pouvoirs publics, dans ce sens-là, ils ne pourront pas agir tout seuls. Il faut vraiment une synergie de moyens, il faut une convergence de points de vue, il faut une mise en commun de nos ressources pour pouvoir adresser cette problématique. Si nous ne le faisons pas ensemble, il est clair qu'il y aura des chaînons qui vont manquer. Donc, il nous appartient à nous, entreprises, de faire comme d'habitude, hein, de faire les devants, de traîner, de driver les pouvoirs publics. C'est nous qui menons la cadence, c'est nous qui devons la maintenir. Et je pense qu'à partir de là, nous pourrons avoir un capital numérique qui corresponde à nos attentes. Merci. Très brièvement, je dirais que oui, il faut de l'acculturation au digital, aux usages, mais ne faisons pas porter le chapeau à l'utilisateur, au collaborateur, parce qu'en fait c'est très simple de dire l'entreprise ne se transforme pas parce que les collaborateurs ne sont pas bons, parce que les jeunes qu'on recrute ils sont pas bons. Il y a aussi tout un changement organisationnel qui doit être accompagné forcément. Si on n'a pas les moyens en interne, on se fait accompagner. Il y a du change management organisationnel. C'est pas parce qu'on va offrir une centaine d'heures de formation au digital aux collaborateurs que dès demain le management deviendra la folie, quoi. Il y a des gens qui managent aujourd'hui dans des entreprises digitales comme on manageait dans les usines il y a 60 ans. Il est temps que ça change aussi à plus haut niveau. Pour terminer ce panel sur des notes d'optimisme, je vais citer juste il y a beaucoup d'études qui ont été faites par notre cabinet, par d'autres, mais je cite le cabinet IDAT, qui est un cabinet international, mais d'origine française et qui consacre cette fois-ci un pan entier à l'Afrique, parce qu'il travaille beaucoup en Afrique. Et l'IDAT dit tout simplement que l'Afrique, c'est, avec peut-être l'Asie, c'est le terrain où la croissance sera la plus forte les 5 prochaines années. Et cette croissance, elle est tirée beaucoup plus par les services à valeur ajoutée, les services de contenu, les services aux citoyens, aux collectivités, etc., que par peut-être les investissements classiques. Je vous remercie et je vous demande de les applaudir très fort. Merci à tous. Merci, bonne soirée. On t'applaudit aussi, hein, Feta. Merci.
Merci Feta pour ce final. Alors, je vais conclure très rapidement. Une première journée au cours de laquelle vous avez entendu parler d'infrastructures, de cloud, de leviers numériques, de capital humain, de cybersécurité. Vous avez été inspiré et nourri par des témoignages et différents thèmes prospectifs. Et il en émerge certaines idées. L'Afrique doit apprendre à faire confiance à l'Afrique, qui est un thème qui est revenu de manière régulière. Lorsqu'on entend le terme innovation, l'Afrique, quand ça concerne l'Afrique, il sera désormais important de bien qualifier la nature de l'innovation pour que les solutions concrètes et sectorielles qui soient apportées soient probantes. La notion de souveraineté a été évoquée sous plusieurs angles et aujourd'hui elle induit des coopérations triangulaires actives pour développer l'autonomie, la sécurité numérique. Il y a des secteurs sur lesquels les attentions doivent être portées, comme la santé, l'éducation, la formation, l'agritech. Et il y a 2 challengers, le gaming et le pari, qui sont des secteurs porteurs. Et enfin, sur le capital humain, l'idée est au lieu de la transformation en termes d'état d'esprit pour favoriser des conversions, pour passer d'un développement des compétences à un développement des talents. Merci à tous pour votre présence active, votre patience et votre implication au cours de cette journée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Chris Brochek pour l'animation de la journée. N'oubliez pas de continuer à animer les éléments sur les réseaux sociaux avec le hashtag ATDA 2021. Et maintenant, il est l'heure du cocktail.